j'entends votre appel et votre urgence, mais il faudrait quand même, dans un premier temps, se réjouir quand même de ce qui a été adopté sur le reporting pays par pays sur les paradis fiscaux. C'était quand même, après tous les épisodes de listes de paradis fiscaux qui ont été vidés, etc., c'était quand même la mesure qui allait dans le bon sens. Je ne sais pas si ça a été rappelé ce matin, mais il faut rappeler qu'on a quand même adopté 6 critères, ce qui est quand même assez exigeant. On avait peur dans un premier temps de se limiter à 2 ou 3 critères. Donc grâce au Sénat, nous on avait donc déposé un amendement écologiste qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, qui imposait 3 critères. Il faut le rappeler, le nom des implantations, le produit net bancaire et les effectifs. C'était déjà une première avancée. Il y a ensuite le vote au Parlement européen qui a permis qu'au Sénat, ça soit complété par les 3 autres critères, qui sont extrêmement importants, le bénéfice net, les impôts et les subventions publiques. Donc on a là un panel quand même très complet, et c'est appliqué, en tout cas pour les 3 premiers critères, dès 2014. Donc on a aussi une application assez rapide. Donc ça, c'était quand même une jolie victoire et une vraie avancée qui était permise parce que d'abord vous étiez là, tout au départ, parce qu'ensuite il y a eu l'ensemble de la majorité qui s'est mobilisée là-dessus, parce qu'il y a eu le Parlement européen, et on a un fort appui au Parlement européen, ça c'est très important, avec des députés qui sont très actifs, comme Philippe Lamberts ou Sven Giegold. Donc c'est un ensemble de forces qui ont permis quand même qu'on aboutisse à ça. Alors évidemment, le pas suivant, c'est l'extension aux multinationales, vous l'avez dit. Il y a eu un amendement qui a été adopté, présenté par le gouvernement, qui dit en gros que dès qu'il y aurait une directive européenne, il y aurait une transposition immédiate dans le droit français. C'est plus un amendement d'appel. Effectivement, là, on peut le voir de 2 façons. Soit on peut penser que c'est botté en touche et renvoyé au niveau européen, ce qu'on pourrait faire en France aujourd'hui. Moi, j'ai un souvenir positif, on va dire, c'est que quand j'avais interpellé le gouvernement sur les bonus des traders, pour limiter les bonus des traders, il nous avait renvoyé à la directive CRD4, et en l'occurrence, ça a bougé sur la directive CRD4, et effectivement, ça a été mis en place au niveau européen. Donc, ce n'est pas toujours une façon de botter en touche, c'est aussi parce que le gouvernement, parfois, essaye d'agir au niveau européen, et parfois, ça marche. Alors après, est-ce que sur ce sujet-là en particulier, j'irais plutôt dans votre sens? Je pense qu'effectivement, on aurait pu le mettre en place au niveau français. On l'a bien fait pour les banques, donc on aurait pu le faire pour les multinationales. Donc c'est vrai qu'on va continuer à interpeller le gouvernement sur cette question-là en disant que oui, c'est un des sujets, c'est pas vrai pour tous, mais c'est un des sujets sur lesquels on aurait pu le mettre en place au niveau français. Notamment, comme c'est un des sujets, j'imagine, dont vous avez traité dans cette mission d'information sur l'optimisation fiscale, je voulais vous faire part d'une autre proposition qui est ressortie cet après-midi sur la responsabilisation et en fait la pénalisation des directeurs financiers et surtout des directeurs fiscaux des grands groupes pour qu'ils se sentent davantage obligés de coopérer avec les services de l'État pour pouvoir alerter ou dénoncer certaines pratiques qu'on leur demande d'avoir. À moi. Donc en fait, vous voulez que je dise au gouvernement que l'autorégulation n'est pas une bonne manière. Par exemple. Voilà, je le ferai. J'en suis d'autant plus convaincu. Non, plus généralement, Mathilde, d'abord dans un premier temps, comme le disait Eva à juste titre, je pense qu'il faut se réjouir de l'avancée qui a été faite, même si on doit aller maintenant beaucoup plus loin. Il ne faut pas avoir la naïveté de croire que cette avancée a été, comment dirais-je, le fruit d'une volonté spontanée. Elle a été le fruit d'un rapport de force, d'un double rapport de force. D'abord un rapport de force principal face aux banquiers. Je suis un nouveau député, je suis à la commission des finances. J'avais une vision assez livresque de la pratique de la finance à travers un certain nombre d'études, dont les vôtres, celle de Chavagneux, celle d'un certain nombre d'économistes. Là, je me suis rendu compte du poids du lobby de la finance et des banquiers dans la société réelle, dans la vie politique réelle. Et j'ai vu une caste, il faut l'appeler comme ça, une nomenclatura, une coterie, comme vous voulez, dont beaucoup d'ailleurs ont exercé des très hautes responsabilités dans la sphère publique, parce que beaucoup ont d'abord fait leurs armes à la direction du Trésor ou au ministère des Finances avant d'aller pantoufler pour des salaires assez confortables dans des banques que, depuis 30 ans, nous avons privatisé le pays, et qui d'ailleurs aujourd'hui se sont carrément autonomisées en prétendant être devenues des banques universelles, et donc être capables d'avoir une grande capacité de résilience face aux crises, alors que ce sont elles qui exercent un chantage permanent
à leur faillite impossible et donc à leur nécessaire renflouement à chaque fois très coûteux pour les pays qui doivent le faire et les peuples qui doivent le supporter. Bon. Et moi, je me suis rendu compte à cette occasion du fait que les banquiers avaient la volonté, la tentation et la prétention de faire la loi. Alors déjà, les comptables l'ont, avec les normes IRFS, on pourra en discuter. Maintenant, les banquiers l'ont. Et ça pose une question majeure, je pense que mon collègue Dupont-Aignan ne démentira pas, de rapport à la souveraineté des peuples, c'est-à-dire de leur capacité, les peuples ou les unions, comme l'Union européenne, de déterminer librement, à travers leurs représentants élus, les lois qu'ils veulent faire et les rapports sociaux, économiques, financiers qu'ils veulent déterminer, qui est quand même la conquête majeure de notre démocratie, de notre République, c'est-à-dire le passage d'un ordre féodal à un ordre républicain, d'un ordre féodal à un ordre républicain. Moi, je le prends d'abord politiquement. Pourquoi je dis ça? Je ne suis pas un technicien de ces questions-là, et je ne le deviendrai pas. Mais par contre, j'écouterai celles et ceux qui font de ce combat-là un combat important et qui produisent un certain nombre d'orientations. Parce que moi, je vais avoir la deuxième honnêteté de vous dire que c'est grâce à vous, les amendements qu'on a déposés, bon, c'est aussi le fruit de vos combats, de la plateforme des associations de lutte contre les paradis fiscaux, de l'expertise que vous avez développée depuis des années. Moi, je relisais hier, avant de venir, le dernier rapport du CCFD là-dessus. Bon, il y en a d'autres. Il y a des rapports qui ont été faits au niveau des commissions d'enquête. Marie-Noël pourra en témoigner. Bon, il y a tout un travail qui est fait. Et donc, c'est toute une problématique d'articulation entre le travail fait par la société civile, le mouvement social sur cette question-là, et une volonté politique pour le traduire. Bon. Et moi, c'est dans cette optique-là. Et pourquoi je dis ça, et j'en terminerai par mon propos liminaire. Moi, à cette étape, je prends toutes vos propositions. Je ne le dis pas par démagogie, parce que comme nous sommes dans un rapport de force, c'est comme dans une négociation face à un patron. Il faut arriver avec une liste de revendications longue comme le bras. Voilà. Et on va dans le rapport de force qu'on gagne à l'arrivée. Bon. Parce que c'est un combat permanent. Donc moi, il n'y a pas de propositions qui sont farfelues à cette étape. Je ne suis pas ministre, je ne suis pas chargé de gérer le pays. Je suis député, je suis chargé de représenter le peuple. Donc comme je considère que c'est une démarche politique, d'un combat entre le capital et le travail, d'un combat entre la souveraineté populaire au sens large, qu'elle soit dans un pays ou dans une union comme l'Union européenne, ou voire même au niveau mondial, et qu'en face de moi, j'ai des forces économiques très organisées, les forces du capital, et ben moi, je rentre dans la bataille avec le maximum de revendications. Et je vois dans le rapport de force qui est créé ce qu'on arrache. Parce que dans cette affaire-là, nous l'avons arraché. Nous l'avons arraché parce que les banquiers ont été tellement grossiers lors de leur audition en commission des finances que le gouvernement s'est trouvé gros gens comme de rond et qui s'est rendu compte lui-même qu'il s'était en partie fait rouler dans la farine, et que donc il fallait en catastrophe qu'on trouve un terrain d'atterrissage pour que la majorité vote la loi bancaire. Parce qu'on est des hommes et des femmes de bonne composition, hein. Mais quand on a vu l'audition des banquiers, on a dit c'est pas possible. On n'a pas été élu pour ça. Et donc tout d'un coup, s'est ouvert un boulevard sur les paradis fiscaux. Et donc on a pu avancer en deux temps, une première fois à l'Assemblée nationale, une deuxième fois au Sénat, puisqu'entre-temps la directive CRD4 était parue. Donc moi, comme je suis quelqu'un d'assez pratique, donc j'avance à travers l'expérience, ça a été pour moi une bonne forme d'éducation. Voilà, pas du tout sentimental, mais c'était une bonne forme d'éducation. Et donc j'en ai retiré comme conclusion que finalement, faites-nous passer plein d'amendements. Il y en a peut-être quelques-uns qu'on ne retiendra pas, si on ne les comprend pas. Mais comme je pense qu'on arrivera facilement à les comprendre, vous pouvez être sûr qu'il y en a beaucoup qu'on portera. Voilà, petite liminaire. Donc je suis d'accord avec votre proposition. Madame Lienemann, vous vouliez ajouter un mot? Oui, je voulais aller dans le droit fil de ce qu'ont dit mes deux prédécesseurs, Eva et Pascal. Il y a un enjeu déjà central dans cette affaire, c'est que les citoyens, les États, les parlements puissent reprendre la main pour pouvoir créer un rapport de force et sur le champ qui est le leur, le champ législatif, faire bouger les lignes de manière significative. Et c'est bien parce qu'il y a une articulation entre la mobilisation de la société, des citoyens, des ONG, de ce que vous faites, et le fait aussi qu'il y ait des majorités au Parlement qui essaient d'être le relais de l'attente des peuples et d'être en conformité avec ce qui nous paraît être un des mandats donnés au président de la République, c'est-à-dire de s'attaquer sérieusement à la finance, d'être en situation de trouver les amendements parlementaires qui, à chaque fois, font bouger les lignes le plus loin possible. Et pour faire bouger les lignes, il faut être souvent un peu en avance du point où on compte aboutir. De ce point de vue, on peut dire que le débat sur la loi bancaire a permis d'évoluer. À vrai dire, c'est toujours paradoxal en politique. On a plus à évoluer sur les paradis fiscaux que sur la séparation du système bancaire. Ce qu'il ne faudrait quand même pas oublier par ailleurs. Hein. Mais c'est un autre sujet qui n'est pas l'ordre du jour d'aujourd'hui.
Mais bon, toute bataille est bonne quand on perd sur un front, ou en tout cas quand on ne gagne pas autant qu'on le souhaiterait sur un front, c'est pas mal de gagner sur l'autre. Alors le Sénat a mis en place, avant l'élection présidentielle, une commission d'enquête qui était sur l'évasion fiscale. Ce n'était pas neutre, c'était après le changement de la majorité sénatoriale, et on a voulu montrer que le Sénat, qui n'est pas, comme l'Assemblée en première lecture, la première concernée par les votes des lois, sauf que dans quelques cas, faisait un travail d'anticipation et de fond. Et force est de constater qu'à l'unanimité des sénateurs, nous avons retenu toute une série de propositions qui, de mon point de vue, si déjà elles étaient mises en œuvre pour tout ce qu'on peut faire en France, constitueraient un bouleversement majeur. Et je dis bien à l'unanimité. C'est d'ailleurs assez étonnant de voir parfois qu'entre la gauche et la droite, sur certains sujets, on a des alliances un peu inattendues. Par exemple, sur le droit de suite, on était un peu trans-gauche-droite. Il y avait des gens convaincus comme moi qu'il fallait mettre le FACTA, là, je ne sais pas le nom de le truc, le droit de suite fiscal, et puis il y avait à droite des gens aussi convaincus. Et d'autres, voilà. Qui demandent ce que c'est que le droit de suite. Alors, le droit de suite, c'est, vous savez, quand vous payez un impôt, vous êtes français, vous allez vous installer en Belgique. Eh bien, le fisc a le droit de vous demander l'écart de prix entre ce que vous payez en Belgique et ce que vous auriez payé en France. C'est lié à la nationalité. Donc ça, c'est sûr que ce n'est pas simple à mettre en œuvre. Je vous passerai tous les détails techniques, on nous les a donnés. Mais ce sujet-là nous paraissait un élément important. C'est un des outils qu'ont les États-Unis. Ce n'est pas le cœur de cible des paradis fiscaux, puisque là, on est plutôt sur les individus et plutôt... Bon. Néanmoins, je donne cet exemple pour dire que... Alors, dans ces propositions, il y en a certaines qui ont avancé dans le débat. Et le fait que le Sénat ait fait cette commission nous a aidés pour le faire voter au Sénat. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'est dit, le risque de ce genre de bonne proposition, c'est que, pour le coup, elle n'ait pas de suite. Donc, on a décidé de faire une commission d'enquête complémentaire en resserrant tous les points sur les banques. La question du rôle des banques, notamment par rapport aux paradis fiscaux, etc. Parce que nous avions, comme nos collègues de l'Assemblée, découvert avec une certaine stupéfaction que les banques nous racontaient des bobards. Et d'ailleurs, ça nous a posé un problème de droit, car nous sommes en train de réfléchir au cas où les gens sont sous serment, et quand ils disent des choses fausses sous serment, nous souhaitons que soient clarifiées les sanctions qui peuvent leur être données. En l'occurrence, le patron de la BNP nous a purement et simplement dit des choses contradictoires, et en plus, comme je sentais bien qu'il disait des choses qui n'étaient pas justes, je lui ai rappelé à l'enquête. Vous avez bien prêté serment, Monsieur le Président. Pouvez-vous nous confirmer ce que vous venez de dire sur la non-incitation au trust, hein? Il l'a confirmé. D'ailleurs, c'est là qu'on voit que ce n'est pas un politique, parce que s'il était politique, il aurait dit qu'il nous enverrait un document écrit qu'il voulait vérifier. Des fois, c'est du bon de ne pas être assez roué dans le domaine politique, mais pour le coup, il a menti. Donc voilà, alors dans ces propositions, j'insiste parce qu'on va faire un travail permanent. On veut que le Parlement puisse être votre écho, avec des accords politiques et de débats, mais on ne lâchera pas. On va passer de commission d'enquête en mission d'information, en groupe permanent, mais on ne lâchera pas, parce que s'il n'y a pas une surveillance de tous les instants, eh ben, d'abord, ils sont très malins pour trouver des nouvelles méthodes, et puis parce qu'on sent que ce combat est quand même un combat difficile, on a en face de nous des forces mobilisées. Deuxième chose, c'est qu'on avait suggéré, justement pour cette permanence, qu'on fasse, alors je ne sais plus comment on l'avait appelé, un haut commissariat à la protection des intérêts financiers publics. Et on pensait qu'il était important qu'on ait, hors justement le ministère des Finances, hors le simple travail parlementaire, une structure permanente de gens assez compétents qui suivent comment évoluent les choses pour avoir ce travail de prévention et de suivi avec l'administration de ce qui se passe. Parce que là, ils sont d'une grande gymnastique et d'une grande évolution rapide devant les lois qu'on fait, ils savent comment les contourner. On maintient que cette structure pourrait être intéressante en plus du contrôle parlementaire. Mais on a beaucoup travaillé, et ça on va le mettre en place dans les débats sur les lois, sur les pénalités et la pénalisation. D'ailleurs, c'est un des volets intéressants de la loi que M. Cazeneuve va déposer sur l'évasion fiscale. Par exemple, on avait suggéré de porter le délai de prescription de fraude fiscale à 15 ans. On a proposé toute une série de sanctions effectives
je vous passe les détails techniques, mais très ciblés en fonction de ce qu'on a repéré comme étant vous savez, cette opacité entre l'évasion fiscale et la fraude fiscale. Donc on a essayé de changer le curseur pour qu'il y ait moins d'évasion possible et plus de fraude. Et plus de sanctions. Enfin, je veux dire par là que la qualification de fraude soit plus facilement établie. La deuxième chose qu'on a faite, c'est de considérer qu'il fallait qu'il y ait des moyens dans l'administration fiscale. Parce que nous avons aujourd'hui, je prends l'exemple, les transferts, qui est un sujet qui, à mon avis, est très important. Hein. Vous savez, quand les multinationales entre eux se facturent les choses. C'est une façon de délocaliser tout ce qu'ils veulent comme ils veulent. Hein. Ils vous mettent une boîte en faillite, fictivement, dans le quart d'heure qu'ils veulent. Hein. Donc, à partir de là, ils vous disent, elle n'est pas rentable, je te la délocalise, et nous, on paye des plans sociaux et des larmes de crocodile, on va aider les travailleurs, etc. Donc, sur cette histoire de transfert, on a 3 personnes à Bercy qui sont des très grands spécialistes, mais qui, à l'évidence, ne sont pas assez nombreux. Je donne cet exemple pour dire qu'il faut des moyens, et en particulier un corps d'ingénieurs sur l'informatique, là, qui sache trouver dans l'informatique tous les éléments qui permettent de traquer la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Ensuite de cela, nous étions favorables au fait qu'il n'y ait pas que Bercy qui puisse poursuivre un délai. Je vous donne les 2 propositions du Sénat. Les 2 propositions du Sénat, c'est la proposition 21 et la proposition 22. Saisir la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale de l'ensemble des plaintes déposées par l'administration pour fraude fiscale et favoriser le recours à la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale et lui ouvrir la possibilité de prendre des initiatives sans autorisation préalable de la DGFiP. Donc là, sur ce point, excusez-moi de vous interrompre, mais c'était un des points que je voulais vous soumettre après, donc je vous propose qu'on y revienne un peu sujet par sujet, si c'est possible. On verra sur les sujets, et en tout cas, par rapport aux fameuses déclarations des entreprises, puisque c'est un des sujets, est-ce qu'il faut attendre l'Europe ou est-ce qu'il faut précipiter que la France le fasse tout seul? Alors le Sénat, dans sa sagesse, avait trouvé une formule intermédiaire qui était de demander à l'Agence de participation de l'État la réalisation d'un audit portant sur les situations fiscales des entreprises où l'État est actionnaire dont les conclusions sont transmises au Parlement, le but étant d'amener toutes les entreprises qui ont du capital public ou qui ont massivement des aides publiques. Alors, le concept d'aide publique est complexe, parce que quand vous faites un avantage fiscal lié, par exemple, le CICE n'est pas une aide publique dans le droit. Hein. C'est une disposition d'ordre, le crédit impôt compétitivité emploi. Quand vous faites un allègement de cotisation sociale, ce n'est pas une aide publique. Donc, vous voyez, il y a ce qu'on appelle la prescription d'aide publique, c'est particulier. Mais en tout cas, dans ces 2 cas-là, nous estimons qu'il faut qu'on aille vers, si je puis dire, une pratique unilatérale quand il y a au moins du capital de l'État. Merci. J'en profite pour vous signaler que dans l'étude qu'on a publiée cette semaine, donc le CCFD Terre Solidaire avec la revue Projet sur la présence des 50 premières entreprises multinationales dans les paradis fiscaux, les 50 premières entreprises multinationales européennes, pardon, on a trouvé qu'elles avaient en tout 5848 filiales dans les paradis fiscaux, et pour les banques, c'est déjà 2257 filiales. Donc vous avez fait le plus dur. Allez-y pour faire les secteurs qui manquent, mais vous avez quand même déjà fait le plus gros morceau avec cette loi sur la réforme bancaire.